Bonjour à tous, c'est l'heure de plein les poches. Encore aujourd'hui, on va vous apprendre plein de trucs sur le prix du café, par exemple, avec toi Thomas, ça va? Ouais, ça va et toi? T'es prêt? Ouais, très bien. Je suis très prêt. Bon, bah top. Et puis on parlera aussi de Snapchat, car notre journaliste Quentin est allé dans leurs nouveaux locaux à Paris. Ils sont sympas ces locaux, Quentin? C'est très joli, Noam. Bon, et ben on en parle dans un instant. Et au programme aussi, est-ce qu'investir dans l'art pour les petites bourses quand on n'a pas de moyens, bon ou mauvais plan? On en parlera avec Antoine. Et en fin d'émission, eh bien, nous irons faire un tour, comme d'habitude, chez nos amis les milliardaires avec Jean Bouclier. Mais avant ça, vous le savez, on explique régulièrement dans plein les poches un terme économique un peu compliqué parfois à comprendre. Et aujourd'hui, on va parler de la retraite, un sujet ô combien sensible et compliqué à comprendre. Et Jean-Loup Delmas a décidé aujourd'hui de nous l'expliquer avec des sandwichs. Retraite par capitalisation ou par répartition, c'est quoi la différence? On vous explique avec des sandwichs. Ça, c'est notre retraité. Une fois à la retraite et qu'il n'a plus de salaire, comment fait-il pour vivre? Dans le système par répartition, c'est l'actif qui va se charger de lui payer ses cotisations retraite. Chaque mois, une partie de son salaire, illustrée par ce jambon, va être déduit et partir en cotisation retraite. Lorsque vous cotisez pour la retraite, vous ne cotisez donc pas pour vous-même, mais pour la génération précédente. C'est pour ça qu'on parle de solidarité intergénérationnelle avec le système de répartition. Mais alors qui va payer la retraite des actifs actuels? Eh bien, une fois encore, c'est la génération suivante qui, une fois en âge de travailler, va cotiser. Ce système est censé garantir moins d'inégalités. Ainsi, une personne n'ayant jamais travaillé, donc n'ayant jamais cotisé, aura quand même un minimum retraite payé grâce aux actifs. Et également, les femmes enceintes qui ne peuvent pas travailler pendant leur grossesse auront leur retraite maintenue. Deux limites cependant. Les retraités vivent de plus en plus longtemps, ce qui augmente les cotisations à leur payer. Deuxième problème, la démographie. En France, il y a de moins en moins de naissances, ce qui fait de moins en moins d'actifs futurs pour payer les retraités. La crainte, c'est qu'à terme, il y ait beaucoup plus de retraités que d'actifs et que ces derniers doivent payer beaucoup trop cher les cotisations et se retrouvent avec trop peu de salaire. Pour éviter ce scénario, certains politiques plaident pour la retraite par capitalisation. Dans ce cas-là, on va se concentrer uniquement sur les actifs. En effet, dans la retraite par capitalisation, chacun paie pour soi. Quand je suis actif, je vais cotiser pour ma propre retraite. Une partie de mon salaire sera toujours coupée, mais servira pour mes propres vieux jours. On parle de retraite par capitalisation car mes cotisations seront placées dans des placements financiers qui eux-mêmes me rapporteront pendant ma retraite. On parle de retraite par capitalisation car mes cotisations seront placées dans des placements financiers dont les gains paieront ma retraite. Ce système ne fait pas non plus l'unanimité. Premièrement, il est plus inégalitaire car chacun paie pour soi, ce qui augmente les différences. Non seulement il est plus inégalitaire, mais il est également considéré comme plus à risque. Si les placements s'effondrent, ma retraite s'écrase et disparaît. C'est ce qui est arrivé pendant le crack de 1929 avec des retraites très faibles en France et ce qui nous a fait passer à la retraite par répartition. Est-ce que vous êtes plutôt team thé ou team café? Moi, même si vous vous en fichez sur le plateau, c'est le café. Je vous le dis, indispensable pour me réveiller le matin. On en consomme en moyenne 500 tasses par an et par habitant. On en parle dans le juste prix des choses. Thomas, plutôt team thé ou team café? Moi, je suis carrément plus café. Café. Et toi, Quentin? Moi, je suis chocolat, je suis encore un grand. Ah, Ouais. ça c'est bien le chocolat. J'aurais adoré rester au chocolat. Ben ouais. Mais tu peux encore y revenir. Hein. Ouais, mais c'est plus fort que moi le café, là, m'a happé. Bon. Et qu'est-ce que tu veux nous apprendre alors? Alors, le café, le prix du café, mais déjà, est-ce que vous saviez que la deuxième boisson la plus consommée dans le monde, c'était le café? Moi, perso, je pensais que c'était le coca, bêtement. Ouais, j'aurais pu dire ça aussi. Ouais, mais au final, c'est le café. Et bon, il faut bien commencer par quelque chose. Est-ce que vous savez d'où est originaire le café? Ça dépend d'Amérique du Sud. Amérique du Sud, ouais, pour moi, c'est plus par là. On aurait tendance à dire Amérique du Sud. Le café vient d'Éthiopie. Ok, donc pas trop en Amérique du Sud. Non. Et il s'est répandu dans le monde entier via les routes commerciales arabes puis européennes plus tard. Cette chronique, ça va être vraiment, je pense, un jeu de questions-réponses. Je vais vous poser des questions tout au long de la chronique. Et donc, de la deuxième question, aujourd'hui, les plus gros producteurs, selon vous, c'est qui de café donc? J'ai envie de redire un pays d'Amérique du Sud, mais du coup... mais du coup, j'ai peur. Bah oui, j'ai peur de dire ça aussi. Bah là, tu vas nous dire que c'est ça, l'Amérique du Sud. Un pays. Ouais, si possible. Colombie. Ouais, la Colombie. La Colombie. Le Brésil.
Ouais, alors là, vous en avez 2 du top 4. En premier, on a le Brésil, qui est le premier producteur mondial avec environ 35% du marché mondial. Donc. Quand même. Ensuite, il y a le Vietnam, la Colombie et l'Éthiopie. Donc on voit que c'est quand même assez divisé dans le monde. Je veux dire, on en produit un peu partout. Et du coup, tous les cafés qu'on trouve en supermarché, c'est la même chose ou il y a des différences? On en retrouve forcément 2 grandes variétés. Donc il y a forcément l'Arabica qui est très connu. Il est doux, il est aromatique, il y a moins de caféine. Je crois, c'est environ 1,2% de caféine pour l'Arabica. Et ensuite il y a le Robusta. Ouais, le Robusta qui est donc beaucoup plus fort, plus amer et il y a forcément donc plus de caféine. Donc aujourd'hui, on retrouve du café en grains, moulu, en dosette, bio, équitable. Il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a le choix. Et les Français sont vraiment accros au café, pour le coup. Est-ce que vous pouvez me dire un pourcentage de Français qui consomment du café? Ça, à mon avis, pas mal, je dirais 80. Ouais, j'allais dire 80. Ah ouais, j'allais dire 80. Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui boivent du café quand même. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est 80. J'avoue que mais peut-être qu'un jour, on se rapprochera des 90, voire des 100%. 80, c'est déjà énorme. Et d'ailleurs, j'ai appris que les personnes qui buvaient le plus de café étaient des personnes qui habitaient en ville. Je pense que, je sais pas si c'est lié. Il faut faire face au transport en commun et tout le tralala, donc il faut y avoir exactement. de café. Et donc voilà, donc c'est 80% de Français qui consomment du café régulièrement, avec une moyenne de 2,3 tasses de café par jour et par personne. Mais donc, on pourrait croire que 2 tasses de café, c'est énorme, mais il y a beaucoup plus fort que nous. Le record de consommation est détenu par la Finlande avec plus de 4 tasses par jour. Waouh. Ça enchaîne les tâches. Ouais, ils doivent être en forme toute la journée. Et si on parle du prix, parce qu'on est quand même là pour ça coûte combien un paquet de café en 2025? Ouais, petite idée, mais justement, on est allé demander aux passants, à des gens dans la rue, combien, selon eux, un sachet de café moulu en grains donc coûtait. Un paquet de café en grains, j'avoue, je n'en prends pas souvent, mais je dirais 15 €. Alors, je pense qu'on est près des 10 €, mais moi je prends que d'une certaine marque, ce sont des petites capsules, donc je ne peux pas vous dire combien ça coûte le café en grains. Je dirais un paquet en grains, je dirais c'est entre 5 et 6 €. Ça doit être entre 3 et 5 €, je dirais. Alors ça dépend des types de grains que vous achetez. Mais personnellement, je dépense à peu près 10 € pour un paquet de 200 grammes. Mais je sais qu'on peut trouver beaucoup moins cher si on prend du café déjà moulu et un peu trop torréfié. 18 €. Ouais, 18 €. Ouais, on voit que vraiment les prix varient énormément en fonction des gens. Certaines personnes n'accorderaient pas beaucoup pour du café, d'autres 10, 18 €. En 2025, un paquet de 250 grammes de café en grains coûte en moyenne 4,80 €, enfin 4,80 €, pardon. Et donc le kilo, ça est aux alentours de 20 €, quoi. C'est une hausse d'environ, il faut se rendre compte, c'est une hausse d'environ 25% par rapport à 2022, où le kilo était aux alentours de 15,40 €. Alors 25%, ça me paraît énorme en 3 ans, c'est ça? Ouais. C'est à cause de quoi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, les aléas climatiques. Par exemple, en 2024, le Brésil, donc le premier producteur, comme je vous disais tout à l'heure, mondial d'Arabica, a subi d'énormes sécheresses, et pareil au Vietnam. Ensuite, il y a les coûts de l'énergie et de transport qui ont explosé avec la guerre en Ukraine et la hausse du carburant. Et on a l'inflation aussi qui est généralisée et qui a augmenté les coûts de production, donc l'emballage, la main-d'œuvre et la transformation. Et enfin, il y a une demande justement mondiale qui est en hausse, notamment en Asie et en Afrique. Et donc la consommation de café en Inde, par exemple, a augmenté de 10% entre 2020 et 2024. Et donc, en sachant tout ça, tout ce que ça implique, on vous a aussi demandé quel était le prix max que vous seriez prêt à mettre dans ce paquet de café. 5-6 € quoi, mais je ne suis pas une grande amatrice de café. Eh ben justement, avant je prenais le moins cher, là où j'allais, et c'était 8-9 €. Mais bon, je trouvais que la qualité était quand même un peu... Et donc maintenant, je prends une qualité un peu supérieure qui coûte 14 € le kilo. Il m'est arrivé de payer 30 € des fois. Mais c'est vraiment si c'est un café d'exception et que je vais l'apprécier. 3 €. Du coup, 15-20. Ouais, 15-20 € maximum du coup. Je serais prêt à mettre probablement le prix qu'il faut parce que pour moi le café est indispensable à mon réveil.
Bon, Thomas, on a un peu tous les prix là, mais où va notre argent, justement, quand on achète du café? Il part où notre argent? Et déjà, il est assez difficile de trouver des chiffres concrets au sujet de la décomposition du prix du café que l'on trouve par exemple en grande surface. Mais j'ai quand même trouvé des chiffres qui s'en rapprochent, en tout cas des chiffres chez un commerçant spécialisé dans le café. Et en gros, dans un paquet, on retrouve, d'après ce commerçant, environ 35% du prix donc pour le café en lui-même. Il y a 30% ensuite de frais de port. Donc forcément l'importation du café, 15% pour l'emballage, 10% pour la torréfaction, et donc le reste serait donc de la marge. Bon là encore, comme je l'ai dit, j'ai utilisé des chiffres chez un commerçant qui se revendique aussi du commerce équitable, donc c'est pas non plus une généralité. C'est pas gravé dans le marbre, ça peut évaluer voilà, en fonction des distributeurs. Absolument. Et donc après avoir compris ça, nous, on a demandé aux mêmes personnes dans la rue si ce prix, justement-là, était choquant pour eux. Non, ça me paraît être le prix, d'autant que dans certains pays, les conditions pour les paysans qui cultivent, il faut être un peu solidaire. On n'est pas qu'en France, donc ça me paraît normal. Oui, parce qu'après, il y a une grande fourche de différence entre la qualité et du prix. Je crois que c'est pas le prix, c'est les standards de qualité, parce que je trouve que les cafés de supermarché sont des cafés qui sont trop torréfiés et qui n'ont pas beaucoup de goût. Je préfère aller dans les petits cafés de spécialité, acheter des grains de café aux torréfaction légère avec des goûts un peu fruités, et donc c'est un plaisir. Donc je préfère dépenser un peu plus pour de la meilleure qualité. Et en plus, quand je fais ça, je sais que la chaîne de production est plus équitable et que les producteurs sont mieux rémunérés. Moi, je pense que c'est correct. Parce que 5 €, vu ce que je paye moi pour mes capsules, c'est beaucoup moins cher. Donc relativement, je trouve pas ça exagéré. Moi, je trouve ça plutôt honnête, parce que c'est de la bonne qualité. Enfin, je trouve que c'est une meilleure qualité qu'un café instantané en poudre. Je trouve que c'est raisonnable du coup parce que j'avais dit 15 € de base, donc je sais pas combien ça coûtait avant, peut-être du coup moins. Mais moi, 5 € ça me choque pas, j'en prendrais du coup. 4 €, c'est un peu trop cher pour moi, pour des personnes qui prennent du café tout le temps. Je crois que c'est trop cher. Hein. Bon, c'est assez mitigé, Thomas, finalement. Ouais, mais on se rend compte quand même qu'il y a certaines personnes qui seraient prêtes à mettre des sommes. Quand on aime, on compte pas, il paraît. C'est vrai. Mais quand même, mis bout à bout, si on essaie de faire les comptes au final, on se rend compte qu'à raison de, imaginons 2 tasses par jour, donc la consommation moyenne des Français, etc., et 20 centimes la tasse, ça représente quand même environ 150 € de café par an et par personne. Eh ben, c'est pas négligeable. Merci, Thomas. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Les Français aiment Snapchat et l'application le leur rend bien. Vous connaissez l'appli de messagerie, mais saviez-vous qu'elle se considère un peu comme la plus française des plateformes américaines? Notre journaliste Quentin a mené l'enquête. Alors Quentin, qu'est-ce qu'elle nous dit cette enquête? Eh ben, Noam, je suis allé visiter, comme tu disais en intro, les nouveaux locaux de Snapchat à Paris. Alors c'est grand, c'est joli et surtout, ça montre qu'effectivement Snapchat est très sérieusement ancré en France. Malgré ses 14 ans d'existence, l'application cartonne toujours chez les ados. Selon Snapchat, 91% quand même des 13-24 ans en France l'utilisent. Mais surprise, la moyenne d'âge tourne désormais autour des 35 ans. Donc ne t'inquiète pas Noam, tu es encore dans la cible. Je m'en doutais qu'il allait dire ça. Et alors plutôt application de messagerie ou réseau social Snapchat? Alors eux, ils préfèrent dire application de communication visuelle. Donc c'est une manière élégante d'éviter toutes les étiquettes. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, elle s'ouvre sur la caméra. Et ça mélange les contenus à découvrir d'un côté, donc c'est Discover, un peu comme un flux Instagram ou TikTok, et la messagerie privée qui reste de loin quand même la fonction la plus utilisée sur Snapchat. Et en France, ça marche bien? Ça marche même très fort. La France, c'est le 3e marché mondial de Snapchat derrière l'Inde et les États-Unis. C'est 26 millions d'utilisateurs quand même, donc c'est pas mal. Ce succès, ils le doivent aussi en partie, d'après eux, aux créateurs de contenu sur la plateforme. Donc il y a Enjoy Phoenix, si vous regardez les vidéos de maquillage dans les années 2010, vous connaissez. Bien sûr. Et plus récent, sinon, il y a Lena Situation, Maxime Biaggi, j'en passe. Le directeur général France de Snapchat, Grégory Gazagne, le dit lui-même, je cite, « On a du contenu français de qualité et ça, c'est super important ».
En France, ils misent aussi sur un truc qui s'appelle la réalité augmentée. Ok, la réalité augmentée sur Snapchat. Et alors, tu me connais, moi, j'aime bien les trucs de geek. Ouais. La réalité augmentée, c'est quand des éléments numériques viennent se superposer à ce que tu vois en vrai. L'exemple le plus simple, c'est les filtres sur Snapchat. Ouais, les petites oreilles de lapin, là. Voilà, les petites oreilles de lapin, le petit nez d'ours ou de chien. Mais depuis 2021, ils vont plus loin. Ils ont installé en France, ils ont choisi la France pour installer le AR Studio, le centre d'excellence pour développer les technologies de réalité augmentée. C'est là qu'ils bossent par exemple sur les lunettes connectées Spectacles, qu'on a testé d'ailleurs avec 20 minutes. Et pour ça, ils visent l'éducation, la culture, les institutions. Et quoi de mieux que la France pour ce secteur-là, avec déjà des collaborations avec le Louvre ou les Daft Punk. Mais alors la vraie question, c'est est-ce que ça rapporte de l'argent tout ça ? Pas directement. Pour Snapchat, la réalité augmentée, c'est un peu une vitrine technologique. En revanche, ils cherchent, côté business, à trouver la bonne formule. Ils monétisent déjà des contenus via des pubs sur la partie Discover, mais ce n'est pas tout. Ils vont essayer de mettre au point des systèmes un peu plus intrusifs, avec par exemple des pubs sur la partie Maps de l'application. C'est la carte où vous voyez ce que font où se trouvent vos amis. Ouais. Et même te contacter directement par message dans le chat. Oui, il y a même des pubs dans les DM bientôt. Ouais, donc en fait, c'est un peu comme un pote. Snap glisse un petit mot comme ça. Exactement, sauf que au lieu de ce pote-là, il veut te vendre un jean, un burger, un voyage. Ouais. Reste à savoir du coup si les utilisateurs, reste à savoir si les utilisateurs suivront et si entre ses bureaux à Paris, ses ambitions technologiques et ses talents locaux en France, Snapchat va réussir à plier le match parce que entre Instagram et TikTok, la concurrence sur les réseaux sociaux, c'est assez rude. Ben ouais. Merci beaucoup. Bah, y a pas de quoi. On peut voir tout ton article, toute ton enquête sur 20minutes.fr, évidemment. Comment mettre de l'argent de côté quand on a un petit salaire entre le logement, l'électricité, les courses? À la fin du mois, il ne reste souvent pas grand-chose. Notre journaliste Thomas, le même qui est ici sur ce plateau, s'est penché sur la question. T'es au SMIC et dès le 10 du mois, t'en as marre d'être à découvert. T'inquiète pas, t'es pas le seul et la bonne nouvelle c'est que dans cette vidéo, on te file de vraies astuces pour ne plus être en sueur devant ton compte en banque. Déjà le SMIC c'est l'acronyme de salaire minimum interprofessionnel de croissance et au moment où l'on tourne cette vidéo, en mai 2025, il est à 1426,30 € net par mois. Bon, on va arrondir à 1420. Alors c'est pas énorme, surtout lorsqu'on vit dans une grande ville, mais il existe des stratégies pour s'en sortir, même avec ce budget limité. Le premier conseil c'est évidemment de répartir son budget et c'est pas moi qui le dis, c'est Andreas Mack, un spécialiste des finances personnelles. Et le premier conseil d'Andreas, c'est d'appliquer une règle des répartitions adaptée aux petits revenus, 80-10-10. En fait, l'objectif pour tous les épargnants français, c'est de réussir à épargner 10% de son salaire. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime, mais c'est plus ou moins difficile. Quand on est au SMIC et qu'on a un revenu plutôt modeste, on va consacrer à peu près 80% de son salaire pour payer toutes ses factures, loyer, électricité, assurance, essence, 10% pour se faire plaisir, faire des restaurants, des vacances, du shopping, et 10% pour des épargnes, que ce soit à court terme ou à long terme. Évidemment, en fonction de sa situation personnelle et de la ville dans laquelle on vit, par exemple dans les grandes villes où tout coûte plus cher, on va pas forcément réussir à atteindre cet objectif, mais on va vraiment essayer de s'en rapprocher au maximum. Donc si on n'y arrive pas, on peut toujours utiliser la règle des 80-15-5 ou 85-10-5, c'est vraiment adapté. Et l'objectif, c'est d'avoir au moins 5 à 10% de son salaire qui part en épargne. Ici, avec notre SMIC, on prend 80% pour les dépenses fixes, ça représente 1120 €. 10% pour les loisirs, donc 140 € par mois. Et enfin, on met 140 € de côté pour l'épargne. Même si ça paraît impossible, on va voir comment le rendre réaliste. Dans la grande majorité des cas, la plus grande dépense quand on est au SMIC, c'est évidemment le logement. Et pour ça, Andreas préconise une solution, la colocation. Parce que partager un appart, ça divise le loyer par 2, voire 3, et ça libère du budget. Ça permet de vivre dans un meilleur appartement, un meilleur logement, de partager les charges communes comme la box internet et l'électricité, et d'avoir un loyer moins cher pour un meilleur logement. Deuxième règle, automatiser les virements. Juste après la paie, tu fais partir automatiquement 10% vers ton compte épargne. Comme ça, tu n'as pas le temps de les dépenser, c'est discret et efficace. Ok, le SMIC seul, c'est serré, mais l'État propose plusieurs aides qui peuvent faire la différence. La prime d'activité par exemple, elle est versée par la CAF et elle peut s'élever à plusieurs centaines d'euros selon ta situation. C'est vraiment pas négligeable. Mais c'est pas tout. Tu peux aussi peut-être bénéficier des aides au logement, les APL, ou d'aides à la mobilité, comme les billets de train à prix réduit pour la classe moyenne, les jeunes et les allocataires. Et pareil, il y a une aide pour devenir propriétaire qui est destinée aux jeunes qui ont des petits revenus. Ça s'appelle le BRS, Bail Réel et Solidaire. Le principe, il est assez simple. Ça va être un organisme, une collectivité qui va acheter des terrains. Et un jeune actif va pouvoir acheter uniquement les murs de son appartement. C'est sous condition de revenu, donc c'est vraiment idéal quand on démarre dans la vie et qu'on a un petit salaire et qu'on est payé au SMIC. Ça permet d'acheter des appartements 20, 30 ou 40% moins chers
parce qu'on ne va pas acheter de l'intégralité du terrain. On a des bails qui sont assez longs. On peut acheter et revendre le terrain plus tard si on veut déménager ou acheter plus grand. Mais en tout cas, c'est des dispositifs qui existent pour les jeunes, justement pour devenir propriétaire. Il faut juste savoir que ça existe et surtout en faire la demande. Maintenant, ce qu'on veut, c'est épargner, mettre de l'argent de côté, et avec le SMIC, ça paraît lunaire. Mais c'est faisable, en comparant par exemple ses contrats d'habitation ou de santé, mais aussi en négociant ses abonnements, streaming, mobile, internet. Et si ça ne colle pas avec le budget, alors on passe chez un fournisseur moins cher. D'ailleurs, il y a plein de comparateurs en ligne, comme celui de l'UFC Que Choisir, qui peuvent te faire économiser plusieurs dizaines d'euros par mois. Bon, alors quand on a fait tout ça, l'argent épargné, on en fait quoi? Eh bien, si t'es au SMIC, t'as accès au LEP, le livret d'épargne populaire. Donc c'est comme un livret A, c'est un livret avec capital garanti, sauf que il est plus rémunérateur que le simple livret A. Le LEP, il est rémunéré à 3,5% par an. Pareil, c'est des intérêts qui ne sont pas fiscalisés, alors que le livret A, c'est 2,4%. Donc, c'est la même chose, un livret d'épargne, mais justement pour des personnes qui ont des revenus plus modestes, du coup, on leur donne un taux d'intérêt supérieur. Bon, alors vivre avec le SMIC, c'est clairement un challenge, mais avec les bons outils, les bonnes aides et un peu de stratégie, c'est quand même mieux. Et si vous investissiez dans l'art, alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas les moyens. Eh bien, peut-être que si. Investir dans l'art pour les petites bourses, on en parle tout de suite dans l'investissement chelou. Alors, toi, c'est quoi cette musique? Dis-nous tout. Faut-il investir dans l'art? Faut-il investir dans l'art? Oui. Oui, il faut investir dans l'art. Mais pourquoi? Comment? Et surtout, faut-il? Oui, il faut. Alors, oui, déjà parce que c'est joli. Ensuite, parce qu'il faut soutenir nos artistes. Hein. Nos artistes, on les aime. Ils nous émeuvent, ils nous provoquent, ils nous livrent nos repas parce que comme on paye leur art pas cher, ils n'ont pas les moyens de bien vivre. Mais surtout, il faut acheter de l'art parce que vous connaissez donc le principe de la chronique. Aussi, on se fait un petit billet avec un investissement chelou. Alors, on passe aux travaux pratiques. Je vais vous montrer ce que moi, j'ai acheté au cours de ces dernières années. Donc là, voilà, ça c'est le petit coup de cœur. Hein. Je l'ai acheté dans une petite fête de village. Coup de chance, les parents de l'enfant artiste qui avait peint ce truc ne savaient pas trop quel prix mettre. Alors moi, j'ai négocié à la baisse et j'ai lâché seulement 30 €. Hein. J'ai dit banco, pépite, on y va. Okay. Slide suivante. Alors... Là, c'est une de mes pièces préférées. Je l'ai trouvée dans une galerie du 11e arrondissement. On ne se rend pas compte vraiment de la taille, mais ça occupe tout un mur chez moi. Ce que j'aime, c'est le petit côté pop festif, tu vois. Je me suis dit, après le Covid, après les masques, après les interdictions de sortir de chez soi, les gens, ils vont avoir envie de fête, quoi. Enfin bref, j'ai mis 1 800 € là. Donc là, c'est un peu cher. Ah oui, mais en fait, l'artiste commence à percer, donc je pense que j'ai fait un super investissement. Je ne veux rien savoir. Slide suivante. Là, je vais pas te mentir, je suis pas sûr. Ouais. C'est une nana qui dessine des clowns en situation de détresse. J'avais bien aimé le côté art de niche, un peu Bernard Buffet, tu vois, mais pas sûr que ça cote dans les années à venir. Bon, bref. Slide suivante. Là, gros coup de cœur pour Le Serpent qui miaule, une œuvre du street artiste Le Monstre, qui fait parfois des œuvres numériques comme ici. Donc, je l'ai acheté l'année dernière, un peu moins de 100 €. Je suis archi sûr de faire un x10 dans les années à venir. Slide suivante. Alors ça, c'était en vacances à New York. J'ai fait réaliser ma caricature par un mec qui se faisait passer pour Basquiat. J'aime bien, mais bon, clairement, on aurait pu se passer de la fausse signature en bas à gauche. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, c'est bon. Dernière slide et je t'achève. Alors voilà, Noam, ça c'était, j'ai dessiné un énorme ténia avec des cheveux qui joue à cache-cache dans le noir et je vais donc t'annoncer que c'est moi qui ai réalisé toutes les œuvres précédentes, sauf une pour laquelle j'ai collaboré avec mon fils qui est en CP. Bref, blague beaucoup trop longue comme on me l'a dit tout à l'heure et c'est vrai. Non mais c'est pas possible. Bref, ça vaut le coup l'art pas cher ou pas alors? Alors ça vaut le coup, pardon Noam, oh là là. Parlons de vraies choses. Le marché de l'art pas cher, ça s'est développé au cours des années 80 et l'attrait ne se dément pas au fil des décennies. D'ailleurs, attention, c'est le chiffre de la semaine. Sache qu'au cours de l'année 2024, selon le rapport de la plateforme ArtPrice, 80% des œuvres ont été vendues en dessous de 3 370 $. Donc, c'est une vraie tendance qui existe puisque c'est un tarif qui est en fait très bas pour une œuvre d'art. Donc, investir dans l'art, ça peut valoir le coup, mais il faut avoir sa petite stratégie quand même. Par exemple, on va aller voir les artistes émergents. On va se rendre dans les galeries spécialisées, dans les petits prix. On en trouve dans le quartier du Marais, dans le quartier Saint-Germain. Et on va aussi aller fureter du côté des enchères en ligne pour maximiser les revenus. Je dirais aussi qu'il ne faut pas bouder l'art numérique et les impressions limitées qui peuvent rapporter un peu d'argent quand on surveille les artistes qu'on a bien sentis en amont. Enfin, dernière condition à respecter pour ne pas perdre de l'argent,
on s'établit un budget, on s'y tient, on garde son sang-froid, on est patient et on n'achète pas sur un coup de tête, jamais. Non. Super, merci beaucoup Antoine et bravo pour les jolis dessins que tu nous as fait. Merci à tous les deux. Vous allez devoir laisser place ou non, vous pouvez rester même d'ailleurs. Tiens, et si vous restiez pour une fois, pourquoi ? Eh bien parce que Jean va faire son entrée comme d'habitude. Il est temps de s'intéresser à nos amis milliardaires car les ultra riches ont aussi des choses à nous raconter. Et alors, j'ai toujours peur de l'arrivée de Jean. Comment arrive-t-il aujourd'hui ? Voilà, c'est pour ça que je voulais que vous restiez aujourd'hui. N'ayez pas peur, Moussaillon. Je vous vois. Je m'installe au port. Vous allez bien ? Ben, ça va et toi ? Très bien. Alors je reviens de Monaco, le Grand Prix de F1, très sympa. On y a été avec des copains. Alors le seul truc c'est qu'on avait oublié de prendre des places. Voilà, et donc on s'est dit on a loué un voilier tout simplement pour aller s'approcher des voitures. Ça s'est très bien passé. En fait on était étonnés, les gens ont peu souvent l'idée de faire ça, alors que voilà, il suffit d'un permis bateau, un petit peu d'argent, et puis voilà. C'est pas grand-chose. Tout à fait. Alors je ne suis pas venu vous parler de Monaco, mais je suis venu vous parler d'un mariage, The Wedding. Voilà, la noce qui va avoir lieu entre Jeff Bezos, mon ami Jeff, donc l'un des hommes les plus riches du monde, patron d'Amazon, et Lauren Sanchez, donc la présentatrice qui, alors pour vous situer, c'est elle qui est partie dans l'espace avec Katy Perry il y a quelques semaines. Voilà, Jeff, Lauren, si vous nous regardez, on vous embrasse. Voilà, petit bisou. Ça va donc être le mariage du siècle. Enfin, ça aurait dû être le mariage du siècle. Et pourquoi ça ? Alors, ce qu'on sait, c'est que ce sera fin juin, donc dans pas longtemps. Ça va durer 3 jours. Et ce sera à Venise. Voilà, alors bravo les tourtereaux, Venise. C'est un endroit quand même hyper intime, il n'y a pas grand monde dans cette saison, c'est plutôt bien trouvé. Et Jeff, alors on le connaît, c'est un mec, il est un petit peu foufou, il a des moyens, il aime s'amuser. Donc on s'est mis à rêver Venise, alors on s'est mis à rêver une privatisation de la place Saint-Marc pour un paquito géant, peut-être un dîner d'État dans le palais des Doges avec les employés d'Amazon qui donnent des petits fours déguisés en laquais, pourquoi pas. Et puis l'arrivée des mariés sur une fusée qui arrive sur le Campanile. Et puis peut-être en fin de soirée un petit limo. Je sais que Noam, tu es très fort sous le Rialto, ça peut être sympa. Assez sensible à ça, mais alors au final, ça va se passer au final, non, ça va pas du tout être ça. Enfin, aux dernières nouvelles, donc ça va être un mariage assez simple finalement. Petit comité de 200 invités. 10 millions de dollars, voilà, donc mariage modeste. Alors ça va se passer sur le bateau de Jeff, le Kourou. Alors le problème c'est qu'en plus il est trop grand, donc il peut même pas rentrer dans le Grand Canal, donc on pourra même pas voir la ville. Voilà, à ce rythme-là, j'ai un petit peu peur. J'ai peur qu'on nous refile du mousseux à la place du champagne. Et j'ai même une crainte pour le stand de Mini Burger. J'ai peur que, voilà, pour rester dans le budget, je pense qu'ils vont le sucrer au cocktail. J'ai petite crainte. C'est ça ou le foie gras pelé. On verra. Mais on te sent très déçu. Du coup. Alors, un petit peu déçu, mais ça peut encore changer. Et surtout, alors je suis inquiet parce qu'on a une petite conversation WhatsApp avec d'autres invités, des copains, Orlando Bloom, Léo DiCaprio, Oprah Winfrey. Alors, on discutait. Alors, ils ont tous reçu l'invitation, mais pas moi. Voilà, alors je sais pas pourquoi, donc écoute Jeff, si tu nous regardes, toi qui livres des colis, si tu peux m'envoyer mon carton, ça pourra me faire plaisir. Voilà, en tout cas, si vous avez des nouvelles de l'invitation, je suis preneur. Merci. Et Jeff, tu peux écrire à Jean sur 20minutes.fr. Exactement, voilà, je sais qu'il nous regarde tous les jours, Jeff. Évidemment. Merci. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr donc, et sur nos réseaux sociaux. Merci de nous suivre chaque semaine. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, portez-vous bien. Trying to spin this kid. Southside's up in